Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, les conseils de Wemotaci et de Pessamit demandent une table de négociation avec Hydro-Québec. La COVID-19 en hausse dans les communautés des Premières Nations après un festival de musique. Et une enquête d'APTN. On demande pourquoi 11 enfants autochtones sont morts sous la supervision de la protection de la jeunesse en Ontario. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le conseil de Wemotaci et de Pessamit ont dit en avoir assez de la centaine d'années de négociations sans résolution satisfaisante. Ils veulent faire partie du développement économique et profiter des richesses que cela génère. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Hydro-Québec compte pour 33 ouvrages de production et dont 130 barrages. 36 % sont exploités sur les territoires Anishinaabe, Atikamekw et Innu. Les négociations globales, là, ça perdure, ça. C'est rendu qu'ils vont vouloir... ça ne fonctionne pas. J'ai dit l'autre fois que c'était un échec. On veut un meilleur avenir pour nos gens, pour la communauté. Dans cette conférence de presse, Wemotaci et Pessamit demandent une table de négociation à part avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec. Avec les mêmes procédures, les mêmes mécanismes qui ont persisté depuis les années 80. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas négocier un traité. Ces Premières Nations demandent un dédommagement à la hauteur d'1 demi-million de dollars en réparation aux préjudices causés par tout ce développement économique hydroélectrique. Montant égal que les CRI ont obtenu avec la Convention de la baie James et la paix des Braves. Pour y arriver, les communautés menacent de faire dérailler le projet de Appalaches Maine, c'est-à-dire empêcher de vendre de l'électricité aux États-Unis. C'est pour ça qu'on fait la démarche ensemble. Et on aimerait bien ça que d'autres communautés puissent se rejoindre au mouvement. Serge Hébergel de Hydro-Québec s'étonne de cette sortie médiatique par ses Premières Nations. Il assure avoir rencontré ces communautés avec la PDG de Hydro-Québec. On a tenté de les rejoindre depuis notre discussion avec Sophie Brochu à 5 reprises. On n'a jamais eu de retour d'appel, quoi que ce soit de leur côté. Hébergel dit que c'est une stratégie de la part du chef des Inuits de Pessamit qui tente de briquer un autre mandat. Les élections à Pessamit, c'est le 17 août prochain. À même pas 2 semaines de l'élection du chef, de sortir comme ça avec une attaque si significative, ça nous étonne. Le timing nous étonne. Ce à quoi a répondu le chef Simon. Je pense que c'est pas Hydro-Québec d'interpréter ce qu'il dit. De plus, Hébergel a mentionné avoir rejoint le chef François Niéchit de Wemotaci et se dissocier de cette action. On a parlé au chef de Wemotaci et lui se dissocie de la démarche qui a été commencée cette semaine. APTN n'a pas pu confirmer cette information. La ministre Sylvie Damour n'était pas disponible pour une entrevue, mais a donné son avis dans un courriel. Nous prenons acte des demandes faites par les Inuits de Pessamit et les Atikamekw de Wemotaci. Nous invitons ces communautés à revenir à la table de négociation. Depuis les années 80, c'est toujours la même réponse des gouvernements. On est prêt à la réconciliation. On est prêt à écouter les revendications. Il n'y a jamais de résultat. Pour la loche, le gouvernement du Québec ne fait que travailler contre les jugements. D'autant plus que la Cour suprême, au cours des 3 dernières décennies, il a toujours confirmé le pouvoir autochtone. Le Québec, lui, comme j'ai dit tantôt, il paye les avocats pour contrer, pour trouver des failles. Il est en retard sur les autres provinces. Une alliance s'est formée entre Wemotaci et Pessamit. Maintenant, ils veulent une relation de nation en nation avec le gouvernement du Québec, tel que promis. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Un sondage récent montre qu'un Québécois sur 4 estime que la pandémie de la COVID-19 est une arnaque. Mais pour plusieurs, la menace est encore très réelle. Au moins 2 communautés des Premières Nations du Québec ont signalé leur premier cas de COVID-19 au cours de la dernière semaine.
D'autres communautés redoublent d'efforts pour intervenir. Un reportage de Lindsay Richardson. À la gourde vide du sens de la vie. Le Festival de musique et de culture Inunikamu, qui se tient chaque année à Sept-Îles, attire habituellement une foule considérable. Oui, bonsoir. Cette année, les spectacles ont été diffusés en ligne en raison des préoccupations liées à COVID-19. Mais lors d'une diffusion en direct s'adressant aux membres de la communauté cette semaine, le chef Mike McKenzie a confirmé qu'une femme d'une autre communauté est allée à Washat Makmaniutnam pour Inunikamu. Elle a reçu un résultat positif au test de dépistage du virus après avoir été en contact avec au moins 20 personnes assistant à des rassemblements de visionnement. Toutes les personnes exposées ont reçu l'ordre de s'auto-isoler à la maison. Je comprends que la situation exige des sacrifices qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais c'est la seule façon de traverser cette crise, a déclaré chef McKenzie dans son annonce. Il est de notre devoir de maintenir notre garde très haute. Ils ont réagi en imposant de nouvelles restrictions. Les membres peuvent aller et venir, mais les non-membres doivent maintenant faire une demande pour entrer dans la communauté 48 heures à l'avance. On croit que la femme en question est de Wemotaci, une communauté atikamekw, qui n'avait eu aucun cas de COVID-19 jusqu'à maintenant. Ils ont maintenu des points de contrôle aux frontières de la communauté, même si le reste du Québec rouvrait ses portes. On demande votre collaboration. Le Conseil demande la coopération de tous, dans le cadre de sa collaboration avec la santé publique étant donné les dernières nouvelles. Plus au sud, la communauté Mohawk de Ganezadage recense au moins 5 cas confirmés de COVID-19. Elle intensifie les tests sur place en raison d'une hausse inattendue de la demande. Les responsables des services d'urgence disent qu'ils sont impressionnés par l'intervention de la communauté. Not only did you hear our message, you responded better than anyone could have ever hoped. Ganawagé, près de Montréal, n'a pas eu de cas de COVID-19 depuis plus d'un mois. Elle a choisi de garder les bars et les salles de jeu fermées pour le moment, même si le Québec dit qu'il autorise maintenant les rassemblements pouvant atteindre 250 personnes. Given what's happening around us, specifically a spike in three-digit numbers of infections, given the occurrences in the other countries, the task force did not feel comfortable at this point moving ahead. Pendant que le Québec se prépare à affronter une deuxième vague, de nombreuses communautés vivent la première vague. Ces recommandations demeurent en vigueur. Portez un masque, lavez-vous les mains et surtout, gardez vos distances. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un cri d'alarme a été lancé à Montréal par les proches des personnes qui souffriront si la ville coupe dans les programmes sociaux. Les dirigeants de groupes sociaux montréalais ont tenu une conférence de presse pour soulever les préoccupations au sujet d'éventuelles mesures d'austérité post-COVID-19. Compte tenu des records dans les déficits des dépenses, bon nombre de gens ici craignent que la relance économique se passe sur le dos des personnes démunies et des sans-abri. Selon ses dirigeants, les mesures d'austérité viseraient à couper dans les programmes sociaux. Cependant, il aimerait qu'on investisse davantage dans les services qu'ils offrent. I appreciate that the City of Montreal has put in some measures for the homeless, but it is a fraction of the population that is able to receive them. And now that we are, deconfinement mode and opening the doors, the services specifically for the homeless population are getting minimized. And I'm very much hoping that they will consider new services, that they will find monies to help. Au retour, on vous parle de l'hommage des 2 femmes inuites qui ont perdu la vie dans la circulation à Montréal. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La communauté urbaine autochtone de Montréal est en deuil de la perte de 2 femmes inuites sans abri qui ont été fatalement frappées par des voitures à des incidents séparés au cours du dernier mois. Kitty Kekinurk, originellement de Quoktark, a été tuée par une voiture la semaine dernière. Dina Matt, une femme d'Akolevik, morte dans une collision de voiture le mois dernier. Juillet a été un mois particulièrement mortel, avec 6 décès de piétons à Montréal, un record.
La communauté qui se rassemble pour un mémorial dit que des coupures pendant la pandémie forcent de plus en plus de personnes autochtones dans la rue, les exposant à un risque plus élevé de blessures ou de mort. There's been too many this year for lack of services. I'm so fed up with COVID. Bring back the shelters, bring back the services, bring back the mental health supports. 11 enfants autochtones sont morts depuis le mois de mars en Ontario. Ils ont tous eu recours au système de protection de l'enfance. Une enquête menée par APTN montre que les enfants autochtones représentent le tiers de tous les décès qui ont un lien avec le système de protection de la jeunesse. Il s'agit de 172 enfants et de jeunes autochtones depuis 2013. Le Manitoba recueille également des données semblables propres à ses services de protection de l'enfance et comme l'explique Brittany Hobson, le portrait est tout aussi sombre. En février dernier, on a souligné le 10e anniversaire de la mort de Cassandra Wood. Helena Wood voulait commémorer la journée d'une manière spéciale. Pour la première fois depuis le décès de Cassandra, Madame Wood a ramené ses autres enfants chez eux à la réserve Première Nation de St. Theresa Point pour un festin et pour aller voir le site où Cassandra a été retrouvée. It was closer for us. And we finally closed it, right? And just for us and to talk about her and went to go see the site. Cassandra s'est suicidée à l'âge de 15 ans. L'adolescente a été témoin d'années de violences familiales à la maison et a demandé de l'aide en cours de route. Mais Madame Wood explique que cette aide n'est jamais arrivée. Back then, they didn't have that kind of resources, you know. They didn't know what to do. Cassandra n'est pas la seule. Elle fait partie des nombreux enfants qui sont morts dans la province de 2009 à 2019. Selon les statistiques du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Manitoba, 1605 jeunes sont morts au cours de la dernière décennie au Manitoba. Parmi ces décès, 590 constituent des décès sujets à révision, selon le Défenseur des droits de la jeunesse. C'est-à-dire que la personne a eu des contacts avec le système de protection de l'enfance au cours de la dernière année de sa vie. Mais l'an dernier, les Autochtones ont représenté au moins 85% des décès sujets à révision. Au total, 131 personnes ont été classées comme recevant des soins gouvernementaux au moment de leur décès. La mort par suicide demeure la principale cause de décès chez les jeunes au Manitoba. Madame Wood affirme que Cassandra n'a jamais vu de thérapeute, même si elle a raconté aux autres ce qui se passait à la maison. There's always a waiting list for a doctor, waiting list for a therapist, and we need more therapists out there. L'intervenante manitobaine Daphne Penrose a réclamé à maintes reprises un accès plus facile aux ressources en santé mentale, surtout chez les Premières Nations. So how do we help kids with mental health issues or help them regulate some of the issues that they're having with supports that are close to their home, them and their families, and to be able to have communities decide about what resources they need so that they can provide meaningful help to their kids. Au Manitoba, de 10 000 à 11 000 enfants sont pris en charge chaque année. 90% d'entre eux sont des Autochtones. Le bureau de Mme Penrose ne fait pas le suivi du nombre d'enfants ou de jeunes Autochtones qui meurent chaque année. Mais l'an dernier, les Autochtones représentaient au moins 85% des décès sujets à révision. Parmi ceux-ci, un peu moins de la moitié faisaient partie de l'autorité regroupant les Premières Nations du Sud. The foundational factors are poverty. That's just it's clear cut. The compounded issues are the addictions that we're seeing now, the methamphetamines, that sort of drugs creeping into our communities, the inability of our peoples to find a way out of that addiction. Le grand chef Jerry Daniels de l'Association des chefs du Sud de Manitoba affirme que le système de protection de l'enfance ne peut pas à lui seul s'attaquer aux années de racisme systémique qui ont mené au nombre élevé de jeunes autochtones pris en charge. It's going to take collaboration among institutions of government. It can't be just child welfare. It has to be the health system, it has to be education, it has to be recreation. Every child from the moment they're born should have a support system in place
that evolves and is dynamic and changes, but is all about supporting the child. En Ontario, le nombre de jeunes qui sont décédés pendant qu'ils recevaient des soins est habituellement affiché discrètement sur le site web du coroner chaque année. Cependant, la province vient tout juste de fournir des données à APTN pour les 2 dernières années, après avoir refusé pendant des mois. De 2013 à aujourd'hui, 172 enfants sont morts sous la charge de la province. Depuis que la pandémie a frappé en mars, 11 enfants autochtones liés au système de protection de l'enfance sont morts. L'ancien défenseur des droits des enfants de l'Ontario, Irwin Ellman, affirme que ce nombre est inacceptable. And these are children who the state has intervened to protect them. So at minimum, the state needs to say, the government needs to say, something is not right. Something is not working. We must do better. Our children must survive our attempts to protect them. How about that as an outcome? Le NPD en Ontario a demandé une enquête d'urgence sur les décès survenus là-bas. Il y a aussi eu des demandes de réduction du financement des systèmes de protection de l'enfance, comme on l'a observé dans le cas des appels à la réduction du financement des services de police partout au pays. Madame Penrose croit qu'il faut changer les pratiques traditionnelles. So I think it has to do with changing how services are delivered, making sure that the people who are delivering them understand how to help families, how to work with families as the expert. Un reportage de Brittany Hobson, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Après la pause, je vous présente une entrevue avec André Dudemaine du Festival international Présence autochtone qui se déroule présentement à Montréal. Soyez là. Le Festival international Présence autochtone bat son plein à Montréal et il s'étirera, d'après les organisateurs, jusqu'à la fin du mois de novembre. En temps de pandémie, le festival s'est adapté et offrira des diffusions en ligne de ses films, entre autres. Voici André Dudemaine, cofondateur du Festival international Présence autochtone, pour nous en dire plus sur la programmation. Oui, Monsieur André Dudemaine, merci d'être avec nous. Oui, merci de me recevoir. Le Festival international Présence autochtone est à sa 30e édition cette année. En contexte de pandémie, comment cette édition sera en rapport aux autres éditions passées? Ben, ma foi, d'abord, on est en déconfinement. C'est sûr que quand on a tous nos événements la même semaine, c'est pour ramasser beaucoup de monde dans le même lieu, ce qui est le propre du dynamisme d'un festival. Or, cette année, compte tenu de la situation, on s'est dit, ben, ma foi, ayons des activités sur une plus longue période. Donc, ça va commencer le 7 août et ça va se prolonger presque jusqu'en décembre, en fait, tout le long du mois de novembre. Et donc, on se dit, c'est notre programmation petite poussette parce que chaque activité est comme un caillou blanc qu'on sème le long de la route. Et ça va nous aider à retrouver le chemin du succès mondial et qu'on a habituellement et qui, on l'espère, sera au rendez-vous pour l'été 2021. Alors donc, une série d'activités, un festival hybride, c'est-à-dire qu'il y aura des activités en vrai, en salle, certaines à l'extérieur, certaines à l'intérieur, et des activités en ligne. Et une programmation évolutive, c'est-à-dire que on va annoncer des choses au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont en préparation encore, parce qu'on comprendra, c'est pas une année normale. On a été bousculé par les événements et on a nagé dans le brouillard longtemps à savoir comment on allait trouver des moyens moyennés pour continuer à avoir des activités artistiques. Alors donc, finalement, ben, on a trouvé cette formule. On en est assez content de pouvoir, comme ça, avoir une programmation sur 4 mois et puis d'avoir trouvé cette thématique du nomadisme qui nous remonte aux origines aussi.
le nomade étant celui qui s'adapte au territoire. Et là, on est effectivement sur un territoire neuf. La production cinématographique a été fortement affectée par la pandémie. Quelles sont vos préoccupations concernant le contenu autochtone dans l'industrie à l'avenir? Alors donc, cette année, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est évidemment pour 2021, on suppose que l'an prochain, pour les inscriptions, ça peut être un peu plus mince comme résultat. Il faudra voir. Mais il y a quand même eu des tournages qui se sont faits et des films qui sont encore en montage. C'est vrai de Caroline Monet, par exemple, qui a son film Bootlegger, très attendu, qui est encore sur la table de montage et qui a été tourné au printemps. Donc, on peut supposer que, encore une fois, il y aura des retombées comme ça de films qui sont en fabrication présentement. Mais probablement qu'on espère que le printemps prochain, les tournages pourront reprendre. On sait déjà qu'il y a des protocoles qui ont été établis par l'industrie. Et on peut imaginer que chez les producteurs autochtones aussi, la production là, va reprendre tranquillement, sans doute à un rythme un peu plus lent, et qu'on peut espérer que l'élan ne soit pas coupé, peut-être un peu ralenti, mais pas complètement coupé, pour ce qui est de la création d'œuvres cinématographiques autochtones. Où est-ce qu'on peut trouver la programmation complète du festival? Bon, on peut trouver la programmation partielle, puisque comme elle est évolutive, tout n'est pas annoncé maintenant. Donc, on peut trouver la programmation qui s'en vient sur présenceautochtone.ca. Et il y a un onglet où c'est écrit « Inscrivez-vous ». Alors, donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez par la suite recevoir toutes les mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux événements vont s'annoncer et que Nomadland va dérouler l'ensemble de sa programmation jusqu'en novembre. Alors donc, faut rester, comme on dit en français, stay tuned, rester branché et vous allez pouvoir suivre en ligne pour ceux qui ne sont pas à Montréal. Et à Montréal, il y aura aussi plein d'activités qui seront annoncées pour ceux qui se trouveront dans la métropole. Et de plus en plus, maintenant, on peut aller dans les salles de cinéma, on annonce qu'il y a plus de monde qui peuvent se rassembler avec évidemment la distance et le respect de toutes les mesures sanitaires. Et ça, on va faire très attention, évidemment, pour respecter toutes les règles nécessaires. Mais on va aussi aller de l'avant pour encourager les artistes, faire connaître les cultures autochtones, continuer un travail de production, de diffusion, de développement, tout ça étant notre raison d'être. Merci d'avoir été avec nous. Alors, présenceautochtone.ca et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et sinon, rappelez-moi. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.